Bonjour tout le monde, bonjour à partir du Schleswig-Holstein jusqu'au Poitou-Charentes, entre la Rhénanie du Nord, la Bretagne et les Alpes, et la Belgique en plus. Cela me fait plaisir de vous avoir tous parmi nous ce soir pour cette soirée où nous nous posons la question de savoir quel avenir pour l'Europe. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Il y a Martine Buron, qui est la présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe. Ça me fait un plaisir particulier, Martine, de t'avoir parmi nous, parce qu'on avait dit qu'il faut se rapprocher entre la FAPA pour l'Europe et la Fédération des maisons de l'Europe. Et ceci est un excellent début pour notre coopération. Ensuite, nous avons parmi nous Richard Stock. La plupart parmi vous le connaissent. Richard est le directeur du Centre européen Robert Schuman et à Chazelles. Il a énormément d'expérience et de connaissances de la situation franco-allemande et européenne. Ensuite, nous avons parmi nous Alain Réguillon, qui était à la Maison de l'Europe de Lyon et maintenant à l'URAL, Union régionale des acteurs locaux et régionaux de l'Europe. Si j'ai bien interprété ce sigle, j'espère. Sinon, tu expliqueras tout à l'heure, Alain. Et pour la modération de cette soirée, nous avons parmi nous Henri-Georges Brun de la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Haute-Savoie. Savoie, pardon. La géographie des Alpes n'est pas mon fort. En effet, en préparant cette réunion, en réfléchissant, je me suis dit, si je pense à l'Europe dans la nuit, alors il y a tout mon sommeil qui fuit. Est-ce que je dois me faire des soucis pour l'Europe, Henri-Georges? Oui, et on va en parler ce soir. Je pense qu'il y a des soucis à se faire pour l'Europe. Si tu fais référence à la déclaration du Conseil constitutionnel de Karlsruhe d'avant-hier. Mais ce soir, on est là pour parler de la déclaration Schuman. Donc, on va revenir aux fondamentaux. Et je pense que c'est extrêmement important de revenir aux fondamentaux d'il y a 70 ans. La soirée va se passer, on va dire, en 3 parties, à peu près. La première partie va être la présentation de la déclaration Schuman par Richard Stock et le commentaire d'Alain Réguillon et de Madame Buron. La deuxième partie sera sur les mots-clés, les 3 principaux mots-clés qu'on découvrira de la déclaration, et on espère avoir une demi-heure pour répondre aux questions que vous pouvez poser par chat. Donc, 75 ans de paix et 70 ans de construction européenne, quel avenir pour l'Europe? Donc, beaucoup de maisons de l'Europe, comme la nôtre, la maison d'Albertville de la Savoie, avaient un programme, nous c'était notre action phare de ce 70e anniversaire de la déclaration Schuman, le lendemain du 75e anniversaire de la reddition allemande. C'était pour nous deux anniversaires capitaux pour l'Europe, et nous voulions, avec les anciens combattants de la région, avec la FAP, Aura, avec la mairie, avec l'éducation nationale qui avait prévu de faire une fresque géante sur la paix, nous avions 3 jours de cérémonie du 7, 8 et 9 mai. Nous remercions la FAFA d'organiser cette visioconférence de ce soir en intégrant la Maison de l'Europe, en ce qui nous concerne comme modérateur, qui nous permet de compenser l'absence des manifestations présentielles, comme on dit maintenant. Voilà. Alors, Richard Stock, je vais laisser la parole à Richard Stock qui va nous parler des origines de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Barbara et Henri-Georges. Merci pour votre présentation, votre introduction. Oui, on va faire une petite marche arrière pour d'abord savoir d'où on vient avant de discuter avec vous tout à l'heure pour savoir où on pourrait aller. Alors, j'ai un peu recherché et je suis tombé sur des méditations
des méditations parallèles de Robert Schuman en 1942, de Jean Monnet en 1943 sur l'après-guerre, tous les deux. Je suis aussi tombé sur des visions issues de la résistance au nazisme et notamment du réseau Combat animé par Henri Freinet. Et puis, il y a les appels du Congrès de l'Europe de La Haye en 1948. Et ce sont en fait ces cheminements, ces méditations, ces visions qui vont donner progressivement naissance à cette proposition révolutionnaire française du 9 mai 1950. Alors on démarre en Allemagne, à Neustadt an der Weinstraße. Robert Schuman est alors prisonnier des nazis et de la Gestapo. Et assez rare visiteur, sous les remparts du château de Hambach, nos amis allemands savent ce que ça veut dire, c'est le château médiéval qui est le symbole de la démocratie allemande aujourd'hui. Donc Robert Schuman disait à ces rares visiteurs, les frontières qui nous séparent aujourd'hui ne doivent pas être une barrière entre les peuples, entre des hommes qui, en fin de compte, n'ont jamais été eux-mêmes à l'origine des conflits. Il faut en finir avec la notion d'ennemi héréditaire et proposer à nos peuples de former une communauté qui sera le fondement, un jour, d'une patrie européenne. Et il terminait en disant, si nous agissons de la sorte, nous aurons accompli les dernières volontés des morts de tous les pays. Je tenais à rappeler cette citation au soir de ce 8 mai 2020, qui est fêté tant en France qu'en Allemagne comme le 75e anniversaire de la libération du nazisme et du fascisme. Nous avons ainsi accompli les dernières volontés des morts de tous les pays, comme le souhaitait Robert Schuman. Voilà. Nous étions donc avec Robert Schuman en 1942. Nous allons maintenant à Alger, au mois d'août 1943. Jean Monnet réfléchit, lui aussi, à l'après-guerre et rédige une note de réflexion qui fait plusieurs pages. On y découvre déjà les grands thèmes à mettre en œuvre, la victoire une fois assurée. De ce mémorandum de Jean Monnet, je retiendrai une phrase seulement, hélas qu'une phrase. Les dangers les plus grands de la reconstruction européenne et de la paix, c'est la croyance que par le nationalisme et la souveraineté nationale affirmée sous toutes ses formes, les anxiétés des peuples pourront être apaisées et les problèmes de l'avenir réglés. C'est très clair, ce ne seront pas, pour lui, le nationalisme et la souveraineté nationale affirmée qui régleront les problèmes de demain. Alger encore, début 1944 maintenant, Henri Freinet, qui est le chef du réseau de la résistance Combat, il fait adopter par son réseau la charte révolutionnaire des hommes libres. Elle comportait 7 paragraphes qui commençaient par ces 2 mots en majuscules, « Nous voulons ». Et en voici le 7e et dernier paragraphe. « Nous voulons accélérer la marche du monde vers l'unité. Que l'orgueil ou l'égoïsme éventuel des gouvernements, les principes d'une souveraineté souvent illusoire n'entravent pas cette marche à l'unité. Que la France, après avoir reconquis sa souveraineté, se déclare prête à la limiter pour entrer dans une organisation internationale. » Et ça se terminait par « Que le génie de la France rayonne dans le monde. » Aujourd'hui, le phare est un peu en veilleuse. Hein. Oui, voilà. Alors, La Haye, mai 1948, premier congrès du mouvement européen, 700 participants. C'est Winston Churchill qui ouvre par un grand discours. Et là aussi, je peux que vous citer une phrase pour ne pas faire très long. Nous n'échapperons au péril qui s'annonce qu'en oubliant les haines du passé, en laissant s'apaiser les rancœurs nationales et l'esprit de revanche, en faisant disparaître progressivement les frontières nationales et les barrières qui aggravent et cristallisent nos divisions. Le message commun de tous ces pères de l'Europe, pas de retour au nationalisme. François Mitterrand a repris cette formule lorsqu'il a déclaré en 1995 devant le Parlement européen « Le nationalisme, c'est la guerre.
La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. Aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, s'activent des forces politiques nationales populistes qui réclament le retour en force de l'État national et la fermeture des frontières. L'actuelle pandémie est un excellent carburant pour leurs thèses erronées et leur propension à voir des choses cachées, des complots partout. À ce propos, permettez-moi de citer ici l'exemple d'une île, l'Islande, dans la pandémie du coronavirus. Les virus détectés lors des premiers tests provenaient d'Autriche et d'Italie, introduits en Islande par des nationaux revenant de vacances au ski. Ce sont d'ailleurs les Islandais qui ont alerté les Autrichiens sur l'existence du cluster tyrolien. Voilà, la fermeture des frontières, la belle illusion, même quand on est sur une île. Mais le retour de cet État et de cette fermeture des frontières a un soutien massif dans toute l'Europe. 82% des Français y sont favorables, 72% des Allemands. Bon, ça surprendra moins, 85% des Britanniques, 76% des Italiens, 77% des Autrichiens et même 75% des Suédois, qui étaient pourtant un pays traditionnellement ouvert. Voilà pour la petite introduction que je voulais vous faire pour dire d'où on vient et où pourrons-nous aller. Merci Richard. Nous allons demander à Martine Buron donc, son commentaire. Merci Richard pour ces citations. Pour une vieille européenne comme moi, on ne peut que se sentir en total accord avec ces visions prémonitoires, mais qui viennent de personnes qui avaient vécu une première guerre déjà. Et donc la réflexion sur la nécessité de réunir l'Europe et de dépasser les frontières, elle remonte au siècle précédent. Et donc c'est le fruit de longues réflexions, de longues aspirations. Moi, ce que je retiens, et je crois qu'il va falloir qu'on le creuse tous ensemble, c'est ce qu'a dit Jean Monnet. Je vais essayer de retrouver ce que tu nous as cité. Les dangers les plus grands de l'époque actuelle, de la suite qui peut advenir, c'est la croyance que par le nationalisme et la souveraineté affirmée, les anxiétés pourront être apaisées. C'est-à-dire que, et je pense qu'aujourd'hui, c'est évident face à la pandémie, mais face aussi aux menaces climatiques, face à l'incompréhension aussi, sans doute, on y reviendra tout à l'heure, de l'impuissance des structures multilatérales qui avaient été mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples sont anxieux, profondément anxieux. Et au lieu de chercher à apaiser d'une façon intelligente ces anxiétés, en ouvrant des perspectives d'avenir apaisées, des forces diverses, nationalistes convaincus, manipulent les anxiétés et leur apportent des mauvaises réponses. Mais je crois aussi que nos dirigeants laissent trop la place à ces anxiétés sans chercher à y apporter des réponses crédibles. Et donc, au bout du compte, rassurantes, même si elles sont au début difficiles à entendre. C'est ça que je voudrais dire, moi. Merci Martine. Je rappelle que Martine est présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe et ancienne députée européenne. Je laisse la parole maintenant à Alain Réguillon, qui est président de l'URAL Aura. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces deux propos d'introduction. Richard a bien fait de situer effectivement les racines, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais rajouter concernant Henri Freinet que lorsqu'il a démarré son action un peu solitaire au début fin des années 40 et début des années 42, il avait sorti une lettre clandestine à une cinquantaine d'exemplaires, donc c'était très, très modeste. Mais dans cette lettre-là, déjà, il disait qu'il faudrait aller vers cette union dont Richard parlait,
mais il le disait aussi, il faudra que l'Allemagne en fasse partie dès l'instant où elle aura recouvré sa démocratie. Et c'était quand même quelque chose d'assez incroyable au début de la guerre, alors que la France est occupée, que les premiers résistants, et il ne faut pas oublier que c'est en 1944 à Lyon que les mouvements de résistance réunis ont appelé à la Fédération européenne avec les Allemands ayant recouvré leur souveraineté. Je crois que ça, et la démocratie surtout, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Je retiendrai 3 points dans cette déclaration Schuman qui me paraissent encore pleinement d'actualité. D'abord, elle s'inscrit dans la filiation de ce que, il ne faut jamais l'oublier, Aristide Briand et Gustav Stresemann ont tenté à la fin des années 20, début des années 30, en essayant de mobiliser les gens sur les États-Unis d'Europe, sur la création des États-Unis d'Europe. Et il ne faut pas oublier, on parle souvent des grands duos franco-allemands, entre parenthèses, aujourd'hui il n'y en a plus. Les grands duos franco-allemands, ils ont disparu. Mais le premier grand duo franco-allemand, c'était quand même Aristide Briand et Gustav Stresemann. On les a un peu oubliés et je voulais donc le rappeler. Donc il y a une certaine continuité de la part de Schuman et de Monnet dans cette initiative franco-allemande d'aller vers une Union européenne. Et 2 autres points qui me paraissent importants dans cette déclaration, parce qu'ils conditionnent encore aujourd'hui beaucoup de l'organisation et de l'avenir de l'Europe, quand ils disent qu'il faut, par des réalisations de fait, arriver à construire cette Europe, ils disent que le développement économique, et ça c'est important à souligner, le développement économique, il est au service d'un projet politique. Ce n'est pas l'économie pour l'économie. Le projet économique, c'est pour un projet politique, et ce projet politique, c'est la création de la Fédération européenne. Et on en est encore fort loin aujourd'hui. Je dirais même qu'on est de plus en plus vers l'intergouvernementalité plutôt que même du communautaire, comme on l'a connu dans les belles années de la communauté économique européenne. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y avait déjà une vision très large qui allait bien au-delà des frontières de l'Europe. C'est-à-dire que quand on lit la déclaration, ils disent que les productions industrielles, elles doivent être offertes à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion. Donc on est bien là en-delà de l'Union européenne, avec une tâche prioritaire qui est le développement du continent d'Afrique. Ça, c'est quand même assez extraordinaire en 1950 de trouver cela dans cette déclaration. Et je crois que ça prouve une chose, c'est que l'on ne peut pas comprendre la nécessité de créer l'Union européenne et d'aller plus loin dans le sens de l'intégration européenne si on ne resitue pas ce projet dans le contexte mondial, d'autant qu'aujourd'hui, on a un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus fragile et de plus en plus dangereux, avec toutes les difficultés que Martine a soulignées et que Richard ont soulignées également sur le nationalisme. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais je crois que c'est important aussi pour compléter ce qui a été dit, de bien avoir en mémoire que cette déclaration, finalement, elle était révolutionnaire et à mon sens, elle le reste quand même. Merci Alain, merci à tous les 3 pour ces propos déjà très riches. Donc si nous voulons revenir aux fondamentaux, enfin on y est aux fondamentaux, mais il y a 3 mots-clés de la déclaration Schuman qui sont la réconciliation, la paix et la solidarité. 3 mots-clés de 1950 qui sont toujours extrêmement d'actualité et plus que jamais. Donc Richard Stock va commencer, on va traiter point par point. On va commencer d'abord par la réconciliation et je laisse la parole à Richard. Merci Henri-Georges. Réconciliation, oui. On nous dit que la réconciliation est faite. À 27, ce n'est pas encore certain quand on voit les politiques nationales populistes de plus en plus autoritaires de la Hongrie ou de la Pologne, qui se traduisent à long terme par une rupture profonde
avec les valeurs, la démocratie et la culture européenne. Et la réconciliation des peuples en fait partie. Le sens du projet européen que Jean Monnet décrivait ainsi: nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. C'est ça la réconciliation, nous unissons des hommes. Il aurait pu ajouter des hommes libres, des hommes et des femmes libres. N'oublions pas qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans un régime qui protège les droits et les libertés, qui assure la prééminence du droit sur la force. L'état de droit n'est possible que dans la démocratie. Et avec notre laboratoire de réconciliation franco-allemande, nous avons échoué pour l'instant la réconciliation, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, ou même plus généralement dans les Balkans de l'Ouest. Oui, je crois qu'on dit comme ça. Voilà. C'était les quelques remarques que je voulais faire sur ce mot-clé, réconciliation. Martine, avez-vous un commentaire? Oui, alors, on voit bien qu'en fait, les trois mots-clés, réconciliation, paix et solidarité, sont étroitement liés parce que le problème des Balkans, par exemple, j'avais l'intention d'en parler dans le cadre de la paix et bien des choses qui ont été évoquées par Richard, en particulier le rôle de l'état de droit dans le cadre d'une vraie solidarité, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai ultérieurement. Par rapport à la réconciliation, qui dit réconciliation dit qu'on s'est beaucoup battu, beaucoup engueulé, et ça suppose qu'on a déjà un passé, une vie commune forte et rapprochée. Et finalement, quand on est ennemi héréditaire, même si c'est sur la base de stéréotypes stupides et qu'il faut dépasser, mais ça veut dire qu'on se connaît tout de même un peu. Et je pense que même si le laboratoire franco-allemand a connu ses hauts et ses bas, qu'il y a eu une période de réconciliation, de volonté de réconciliation très forte juste après la guerre, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de jumelages, parce que réconcilier des hommes, c'est les faire se contacter, vivre ensemble, avoir des projets communs, d'où l'essor des associations et des jumelages franco-allemands. Avec le reste de l'Europe, l'Europe plus orientale qui nous a rejoints sur les chemins de la démocratie, en fait, pour se réconcilier, il faudrait qu'on se soit disputé et on ne se connaît pas vraiment assez. Et donc, à la base de la réconciliation, une réconciliation sans cesse à réinventer, il y a vraiment un problème de connaissance les uns des autres, connaissance de l'histoire les uns des autres, des cultures, des coutumes, compréhension des priorités. Pourquoi les Hongrois réagissent-ils comme ça? On ne s'est jamais battu contre les Hongrois, on ne les connaît pas vraiment, on ne sait pas pourquoi le traité de Trianon de 1920 les fait sauter au plafond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment, et je pense à l'enseignement de l'histoire, une révolution à faire dans nos éducations, déjà dans l'éducation de base, et puis ensuite dans l'éducation tout au long de la vie, pour que les citoyens européens se connaissent vraiment. Mais ça, c'est le travail de structures de la société civile, comme la FAFA ou les Maisons de l'Europe. Je n'irai pas plus loin à ce stade. Alain Réguillon. Oui, nos deux amis ont déjà dit beaucoup de choses. Je rejoins tout à fait Martine quant au manque de connaissance de la culture, de l'histoire des autres peuples, des autres pays qui composent l'Union européenne et particulièrement les pays d'Europe centrale et orientale. Et je crois qu'il y a vraiment là un travail considérable qui est encore à faire pour que l'on comprenne davantage pourquoi ces pays-là, pourquoi ces peuples-là réagissent quelquefois et souvent même de plus en plus différemment de, disons, les pays occidentaux, bien qu'entre les pays occidentaux aussi, on a des fractures aujourd'hui qui sont de plus en plus marquées. Donc ça, c'est un point très, très important. Et je rejoins Richard, la réconciliation, elle reste fragile. Elle n'est pas aussi consommée qu'on aurait souhaité ou qu'on entend quelquefois.
Et ça, c'est un problème parce que si on veut véritablement renforcer la réconciliation entre les peuples européens, il faut aussi renforcer une union toujours plus étroite entre les peuples européens. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui et c'est une raison aussi qui fait qu'il y ait autant de divergences entre les pays et entre les peuples et d'incompréhension souvent entre les peuples. Mais il faudrait quand même dire que cette réconciliation, et je lis ça aussi à la paix, parce que c'est un tout, hein, comme disait Martine, c'est un tout, mais c'est quelque chose quand même qui est assez unique dans le monde de ce que nous avons fait, même si c'est imparfait, ça reste quand même une aventure assez extraordinaire. Et je crois qu'on peut véritablement, si l'Europe arrive à se constituer en puissance d'équilibre dans le monde, le porter au devant du reste du monde comme exemple de ce que l'on peut réussir après s'être tant battu, s'être tant déchiré pendant des années et des années. Et je pense particulièrement à une poudrière qui est aux portes de l'Europe et qui s'appelle le Proche et Moyen-Orient. Si on arrivait, et je sais qu'il y a eu une tentative à une époque à travers l'OFAGE, une tentative franco-allemande de montrer aux Palestiniens et aux Israéliens qu'il y a cette possibilité de réconciliation et d'apporter la paix. Voilà, je crois qu'il faut la exporter chez nous, mais il faut aussi l'exporter à l'extérieur. Ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde très ouvert, très interdépendant, et on ne peut pas jouer seulement dans notre partie de continent, il faut être beaucoup plus large. Et la réconciliation, je dirais que c'est la réconciliation aussi avec nous-mêmes, peut-être avant qu'elle ne le soit avec les autres. Mais l'éducation, là-dedans, est quelque chose d'essentiel. Et il va bien falloir que l'on s'y mette encore davantage que ce que l'on fait aujourd'hui. Merci Alain et Martine. Après l'intervention de Richard, au cours de laquelle il a dit un mot, il n'a pas dit un mot à propos de la réconciliation, c'est le mot justice. Il a par contre parlé de la Bosnie-Herzégovine que je connais très bien, et il est certain que ce pays n'est pas réconcilié, si on peut dire, quoique le terme ne lui convient pas, parce que la justice n'a pas été totalement rendue. Bien sûr que les capitaines, si je puis dire, les généraux, les officiers, les criminels de guerre ont été jugés, mais les petits, non. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas jugés, et tant que cette justice ne sera pas rendue, il n'y aura pas réconciliation. Donc je pense que c'est un mot clé, la justice dans la réconciliation. Maintenant, on va passer au deuxième mot, qui est la paix. Richard ? Oui, la paix est acquise, nous affirme-t-on. Bon, admettons. Les combats pour la paix ne seraient plus des objectifs pour les nouvelles générations. Du moins, c'est ce que j'entends chaque fois que je rencontre des jeunes à la maison de Robert Schuman. Hein. Alors, on me dit, on donne quitus aux anciens en disant bravo, vous avez réussi, partez en paix. On même dit ça. Est-ce vraiment aussi clair ? Je ne pense pas seulement à l'hyperviolence terroriste que nous connaissons depuis quelques années. La guerre est à nouveau revenue en Europe, en Géorgie, puis en Ukraine. Dans les deux pays, la guerre est latente. Des armes chimiques ont été utilisées sur le sol d'une grande ville européenne. On a un peu oublié ça. Des attaques numériques ont cherché à saboter et à ébranler jusqu'au fondement de nos démocraties, nos processus électoraux et nos débats publics. Bon, c'est vrai que ce soir, on ne soit pas l'objet d'une attaque de ce type-là. Hein. Mais ce qui m'inquiète plus encore, c'est la suppression du traité des forces conventionnelles en Europe, où nous ne sommes pas vraiment partie prenante, la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, là on n'est pas du tout partie prenante, et les incertitudes qui pèsent en 2021 sur le traité New Start. L'Europe risque de se retrouver le théâtre d'une compétition militaire et nucléaire débridée, sans foi ni loi, quand on écoute les deux présidents des deux pays qui sont partis au traité, M. Trump et M. Poutine. Nous n'avons pas connu
Nous n'avons pas vécu une telle situation depuis la fin des années 60, au lendemain des crises de Berlin et de Cuba. En d'autres termes, nous avons besoin d'une organisation de la sécurité en Europe qui garantisse la stabilité stratégique de l'ensemble du continent, organisation dans laquelle l'Union européenne doit être partie prenante. Il ne faut pas que des nouveaux traités soient conclus par-dessus notre tête. C'est d'ailleurs le sens de la proposition française d'une architecture européenne de sécurité et de confiance, mais architecture qui n'avance pas beaucoup, qui serait même, selon certains experts, en panne. Au fond, en matière de sécurité, comme sur d'autres sujets, notre défi, c'est de bâtir une véritable souveraineté européenne. Martine. Je partage complètement avec Richard une très profonde inquiétude par rapport à l'arrivée à terme d'une série de traités, en particulier, donc, il les a cités, les forces nucléaires intermédiaires, les accords START, etc. Et je suis très étonnée d'ailleurs que ce problème ne soit pas davantage soulevé. J'y ajouterais en termes d'inquiétude la façon dont pas seulement les États-Unis, mais les forces les plus diverses, pas les États-Unis d'ailleurs, le président des États-Unis, sont à l'attaque contre l'ensemble des organisations internationales mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. L'Organisation mondiale du commerce est en panne depuis des années. L'OMS, dans une période de pandémie, fait l'objet d'attaques qui ne sont peut-être pas totalement infondées, mais ce n'est vraiment pas le moment de démolir ce qui existe dans ce domaine au niveau international. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il est lui aussi complètement bloqué. Donc tout ceci, effectivement, demande un sursaut où l'Europe doit jouer un rôle essentiel. D'ailleurs, Robert Schuman évoquait la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la paix est indispensable au maintien des relations pacifiques. Donc la nécessité d'une Europe forte, souveraine, partenaire de premier plan des accords de paix, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. On avait eu, voici tout de même ces dernières années, une lueur d'espoir, plus qu'une lueur d'espoir, avec des progrès dans le domaine de l'élaboration d'éléments de sécurité et de défense européenne, en particulier d'éléments dans le domaine de coordination des armements, de rapprochement des forces armées et d'élaboration d'une politique de sécurité. Pour le moment, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça me semble absolument essentiel. Et alors, Richard a aussi évoqué les Balkans. Ça pose une question sur laquelle moi je me sens très partagée. C'est la question, est-ce qu'il faut ouvrir les négociations avec les pays des Balkans occidentaux? Bon, on sait très bien que, en termes d'état de droit, de fonctionnement de la démocratie, de toute une série d'éléments qui sont les valeurs fondamentales de l'Union et qui sont nécessaires, qu'il faut remplir pour rentrer dans l'Union européenne, ces États-là sont loin du compte. D'un autre côté, Richard l'a évoqué aussi, à l'intérieur même de l'Europe, il y en a qui s'en éloignent. Et moi, franchement, je suis contente qu'un progrès ait été fait par rapport à la demande d'ouverture de négociations d'adhésion d'un certain nombre de pays des Balkans occidentaux qui, de leur côté, avaient fait des efforts, parce que vaut vraiment mieux les avoir dedans que dehors pour les protéger de toutes les séductions qui sont menées par les uns les autres, la Russie, la Turquie, etc. Mais c'est une question délicate. J'en suis bien consciente. La paix, c'est très difficile à construire. Et Henri-Georges a eu raison d'évoquer la justice dans ce cadre. Et la justice, elle est très difficile à faire accepter sur des bases reconnues par tous. Merci Martine. Le sujet des Balkans à lui seul vaudrait bien toute une visioconférence parce que c'est compliqué. Ça fait partie du programme de la Croatie qui, je vous le rappelle, est présidente du Conseil. Oui. Et donc, je ne sais pas si avec le coronavirus, elle a pu vraiment travailler sur le sujet, mais ça fait partie de son programme.
Alain, c'est Alain Rivillon, s'il te plaît. Oui, là encore, beaucoup de choses ont été dites et avec lesquelles je suis bien sûr d'accord. Je rejoins tout à fait Martine, je vais prendre les choses un peu à l'envers. Martine, quand elle dit qu'il vaut mieux avoir les pays des Balkans en Europe plutôt que hors de l'Europe, parce que si nous ne les ancrons pas dans notre grande démocratie, même avec ses imperfections, que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, voire les Américains, et n'oublions pas les Turcs qui sont pas très loin, il est certain qu'ils vont faire l'objet de beaucoup de sollicitations et ils risquent, entre guillemets, de se vendre au plus offrant. Donc, c'est vraiment un risque parce que quand on regarde la carte de l'Europe, c'est une situation, enfin, c'est une partie de l'Europe où la géostratégie et la géopolitique se combinent. Il ne faut pas oublier qu'on est là aux portes aussi de l'Asie méridionale. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure avec le Proche et le Moyen-Orient, qui est une véritable poudrière. C'est par là aussi que les choses risquent de s'amplifier. Donc, il y a vraiment une nécessité à ancrer ces pays-là avec des règles qu'il convient peut-être d'adapter. Mais en tout cas, il ne faut pas les laisser tomber. Et moi, j'avais été très, très fâché quand le président de la République avait, dans un premier temps, refusé que l'on ouvre les négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Bon, on s'est rattrapé depuis, mais enfin, c'était quand même pas très responsable. La paix, c'est vrai qu'elle est réelle sur notre continent depuis 75 ans et c'est tant mieux, mais elle est extrêmement fragile. Et bon, je ne reprendrai pas ce que Richard a dit. C'est vrai que la guerre, elle est tout autour de nous. Et elle laisse encore des traces très très profondes dans les Balkans. Donc, il faut aussi comprendre, et moi j'essaye toujours d'avoir une vision qui ne soit pas purement européenne, lions ça aussi à l'immigration. Si les pays d'où viennent tous ces migrants étaient en paix, et si ces populations pouvaient vivre en sécurité, au-delà des problèmes économiques, mais déjà sur le plan de la sécurité, ben, ils n'auraient pas tendance à venir vers l'Union européenne. Donc, c'est un tout. Et il ne faut quand même pas se faire trop d'illusions sur la nature de l'homme. L'homme est quand même belliqueux par nature, et on ne peut jamais être sûr de ses réactions. On le voit bien, même pendant cette période de confinement. Moi, j'ai été effaré d'entendre qu'il y a un certain nombre de gens qui jouaient de la délation vis-à-vis de leurs voisins, même pour dire attention. Enfin, on en revient aux heures les plus noires que l'on a connues. Enfin, moi, pas, mais un certain nombre, un grand nombre de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vraiment, la nature de l'homme n'est pas aussi bonne qu'on voudrait le croire. Et je ne pense pas que les choses s'arrangeront. Le monde sera meilleur après le déconfinement, comme je l'entends souvent dire. En tout cas, ce qui est important toujours de répéter, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle guerre qui n'aura peut-être pas l'ampleur de ce que nous avons connu, bien heureusement, mais des guerres très circonstanciées, enfin, sur quelques territoires aux portes de l'Europe et qui obligatoirement entraîneront l'Europe. Et ce que l'on peut regretter, c'est qu'aucun progrès n'a été fait dans le sens de créer une armée européenne, avec un fondamental aussi, c'est que si on veut une défense européenne, il faut aussi une diplomatie européenne. Ça veut dire qu'il faut des transferts de souveraineté dans des domaines régaliens qu'aucun pays, à commencer par le nôtre, n'est aujourd'hui à même de pouvoir accepter. Et ça, c'est le grand problème et le grand enjeu d'avenir de l'Union européenne. Tant qu'on ne comprendra pas que ce n'est pas chacun chez soi, avec son arc et ses flèches, que l'on pourra faire front aux grands pays continentaux
dont un certain nombre ne sont pas les plus démocratiques, que l'on pourra jouer dans la cour des grands et que l'on pourra empêcher des drames à travers le monde et des drames à notre porte. Jamais oublier que nous sommes une mosaïque. L'Union européenne, c'est une mosaïque. Le continent européen, d'une manière générale, c'est une mosaïque articulée en articulation de deux grands espaces. À l'est, c'est la Russie et l'Asie, et au sud, c'est l'Afrique. Et ce sont des régions extrêmement fragiles, extrêmement difficiles à stabiliser. Et donc, il y a un risque, si nous ne faisons pas cet effort, de nous doter des moyens nécessaires à préserver cette paix, non seulement chez nous, mais également à la porter dans le reste du monde, et notamment aux portes de l'Europe. Tant qu'il y aura des hommes et tant qu'ils ne diront pas adieu aux armes, la paix sera toujours menacée. Maintenant, on va parler du troisième mot de la déclaration Schuman, mot-clé, solidarité. Et je laisse la parole à Richard Stock. Oui, merci Henri-Georges. Solidarité. La solidarité, c'est d'abord le partage de souveraineté et des décisions à la majorité qualifiée. C'était en 1950 la valeur ajoutée de l'idée de Jean Monnet pour la CECA par rapport à la tentative précédente, celle du Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui, comme vous le savez, a été créé une année auparavant, en 1949, mais comme institution intergouvernementale. Donc, ça veut dire toutes les décisions se prennent à l'unanimité, ou en d'autres termes, chacun a son droit de veto. On le voit aujourd'hui, le Conseil de l'Europe a beaucoup de difficultés, malgré le remarquable travail qu'il accomplit, à avancer à cause effectivement de cet art institutionnel qui est un système intergouvernemental. Mais le partage de souveraineté nous taraude encore en 2020. Nous le vivons d'une manière douloureuse avec la pandémie. Les uns refusent tout transfert de souveraineté à l'Union européenne en matière de santé publique et ferment les frontières, pendant que d'autres réclament plus d'Europe, plus de solidarité entre les peuples. Et puis, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a cette semaine ouvert une formidable boîte de Pandore. L'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux achats d'obligations par la Banque centrale européenne est une révolution, un tremblement de terre, parce que d'une part, il remet en cause la solidarité au sein de la zone euro, mais surtout, il affaiblit considérablement la Cour européenne de justice face aux pays à l'Est, qui relient les valeurs et la démocratie européenne. Et nous le savons bien, si l'intégration européenne a progressé entre les traités de Rome et le traité de Maastricht, c'est par la jurisprudence de la Cour européenne de Luxembourg. Alors, on est dans cette situation, cette capacité d'accepter ou de refuser un partage de souveraineté, cette volonté de construire une autre souveraineté réelle et efficace, qui serait celle d'une Europe debout pour lutter ensemble contre les grands défis sanitaires et environnementaux, debout pour parler d'une seule voix au FMI et à l'OMC, et face aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, à la Russie. Cette capacité, cette volonté, nous ne pourrons les réaliser que dans la confiance réciproque et dans des convictions partagées. Martine, s'il vous plaît. C'est voilà, une discussion complexe, même si Richard a posé des bases très solides. La solidarité, j'ai regardé la définition dans le Larousse, c'est le rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux autres. C'est extrêmement basique. Bien sûr, les liens en question qui lient les personnes qui ont une communauté d'intérêts, ils doivent être établis dans le respect de l'égale dignité de tous les participants sur la base de l'état de droit et de la démocratie. Et effectivement, comme l'a dit Richard, jamais nous n'avons eu autant d'intérêts communs urgents
face à une pandémie, mais qui dépasse largement le cadre de l'Europe, face aux défis climatiques, là aussi, défis qui dépassent largement le cadre de l'Europe. Mais en tout cas, grâce à l'impulsion donnée par Robert Schuman et par sa déclaration en partant de l'économie, il y a déjà énormément d'intérêts qui ont été mis en commun et qui sont régis par les traités européens, avec leurs imperfections, mais avec aussi tous les moyens d'action qu'ils donnent. Alors, Richard a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de solidarité efficace sans transfert de souveraineté. N'oublions pas tout de même, et d'ailleurs c'est aussi un anniversaire, le 4 mai 2000, la devise « Unité dans la diversité » a été proclamée par Nicole Fontaine devant le Parlement européen. Et cette devise, elle avait été élaborée par des collégiens et des lycéens des 15 pays d'Europe de l'époque, de l'Union européenne de l'époque, à l'initiative de ministres de l'Éducation nationale et de journalistes. Donc, une initiative société civile. Ce que je veux dire par là, et j'en reviens un peu aux anxiétés à apaiser. Ça m'a beaucoup frappé, ce qu'a dit Richard au début. C'est Jean Monnet qui évoquait la façon d'apaiser les anxiétés. Il faut bien préciser dans quel domaine et jusqu'à quel point, c'est le problème de la subsidiarité, a lieu le transfert de souveraineté et ne pas donner l'impression qu'en criant fédération, fédération, on va écraser toutes les différences. La richesse de l'Europe, c'est la diversité de ses cultures, de ses histoires, de ses langues, de ses habitudes administratives, juridiques, et il n'est pas question de faire passer tout cela sous un rouleau compresseur, mais bien de faire ressortir dans ces différences les domaines où la solidarité doit absolument s'exprimer. Et on l'a dit tout à l'heure à propos de la paix, je n'aurais sans doute pas dit ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais l'émergence d'une diplomatie, d'une politique de sécurité et de défense commune face aux incertitudes du monde est quelque chose d'essentiel. Être exemplaire pour le reste du monde aussi dans le domaine du climat, de l'énergie, enfin tout l'avenir de la planète, même si nous n'y suffirons pas à nous seuls Européens, ça me semble aussi une évidence. Ensuite, dans tous les aspects de la vie quotidienne, et je pense à un domaine qui a été au cœur de mes engagements au Parlement européen, qui est l'Europe sociale, la justice sociale en Europe, eh bien, c'est là que l'association en fait au transfert de souveraineté doit se faire pas seulement au niveau des États. C'est un problème d'accord entre structures de la société civile, entre collectivités locales, entre régions. C'est ce qu'on appelle pompeusement, très pompeusement, dans les sphères européennes, je pense au comité des régions, la gouvernance multiniveau. Mais quand derrière ça, on met la réalité que la construction européenne, elle se fait à la base, dans les structures intermédiaires, dans ces innombrables réseaux de la société civile organisés au niveau européen, eh bien, je pense que c'est là qu'on peut forger une solidarité qui est certainement une question de processus de prise de décision à la majorité, mais qui est aussi une habitude au fil des défis, au fil des jours, au fil des difficultés, une habitude à trouver ensemble les compromis qui permettent de répondre à l'urgence du moment et de l'avenir. Merci beaucoup Martine. Le dernier intervenant donc, va être Alain Réguillon donc, à propos de ce terme de solidarité et ensuite on passera aux questions. Alain. Oui, moi je rejoins une fois encore ce que viennent de dire Richard et Martine, et je rejoins particulièrement Martine dans ce sens que d'abord la solidarité, il ne faut pas la confondre avec la charité, c'est pas la même chose, et que aucune politique européenne, si elle s'applique du haut vers le bas, ne fonctionnera. Et en matière de solidarité, c'est sans doute là
que le principe même de la subsidiarité doit le plus s'appliquer à tous les niveaux. La solidarité, ce n'est pas une question des autorités gouvernementales à quelque niveau que ce soit. C'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de toute la société civile, c'est l'affaire de tous les individus. Et donc, il est extrêmement important d'avoir, bien sûr, au niveau de l'Union européenne, un certain nombre de décisions communes, mais qui fixent un cadre pour que l'on n'oublie pas les gens qui sont sur le bord du chemin, et que l'on apporte un peu plus de justice sociale à tous les niveaux de la société. Il est quand même fort de bouchon que l'Union européenne, qui détient un quart de la richesse mondiale, ait autant de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les États ont leur part de responsabilité. Les institutions européennes ont leur part de responsabilité. Mais je dirais que le citoyen aussi a sa part de responsabilité. Parce que qui se préoccupe véritablement de dire on va retrousser les manches et puis on va essayer de faire un certain nombre de propositions. Nous sommes un certain nombre ici à beaucoup travailler sur le terrain. Lorsque l'on rencontre les gens et qu'on leur dit mais vous avez des parlementaires, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient européens, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez interpellés? Vous vous plaignez de ceci ou de cela, mais est-ce que vous êtes allé voir vos responsables politiques? Vous ne trouvez personne qui fait cette démarche. Donc, on élit des gens, et puis après, on ne s'occupe plus de savoir ce qu'ils font. Et on conteste généralement les quelques mesures qu'ils peuvent prendre. Donc, je veux dire que la solidarité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Là encore, comme le reste, comme la réconciliation, comme la paix, c'est quelque chose de très fragile, mais que tout le monde est concerné par cet élan-là. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'échelle de l'Union européenne. Je vois au niveau de la conférence des syndicats ou au comité économique et social, il y a des avancées qui sont tout à fait importantes. Le problème, c'est qu'on ne les connaît pas. Les grands médias nationaux vous parleront des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais jamais de ce qui apporte un plus aux citoyens, aux salariés, etc. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire, à la fois d'explication de ce que solidarité veut dire, et j'ai apprécié, Martine, d'aller dans le dictionnaire. Moi, je vais beaucoup dans le dictionnaire, c'est mon livre de chevet. Mais je crois que les gens devraient y aller un petit peu plus souvent pour mieux comprendre ce qu'ils disent ou ce qu'ils lisent. Mais véritablement, la solidarité, ça ne pourra pas marcher si on a quelque chose, une fois encore, qui vient du haut vers le bas. La France, ce niveau-là, nous sommes les champions, hein, de notre centralisation, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai été très intéressé pendant cette campagne malheureuse de la pandémie, on peut appeler ça une campagne en tout cas dramatique, c'est que dans les pays où finalement les organisations ont le mieux fonctionné, la solidarité a le mieux fonctionné, c'est en Allemagne, c'est en Autriche, même en Italie, malgré l'Espagne, hein, parce que il y a une certaine autonomie des collectivités territoriales, il y a un système fédéral. Alors, le système fédéral, ce n'est pas quelque chose de parfait, et puis le système fédéral, il ne faut pas comprendre que c'est quelque chose, un État super centralisé. Non, c'est tout le contraire. Et ça, en France, on n'est pas foutu de le comprendre. Ce qui est un paradoxe d'ailleurs, parce que toute notre vie sociale, associative, culturelle, sportive, est calée sur le fédéralisme. Toutes les fédérations qui existent, à commencer par la Fédération des Maisons de l'Europe. Hein. Donc, voilà, la solidarité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fragile, de complexe, de difficile, mais qui ne pourra véritablement trouver de solution que dans l'engagement des citoyens, à côté, bien sûr, des autorités publiques et institutionnelles. Eh bien, merci à nos conférenciers, nos intervenants, qui non seulement ont apporté des propos d'une richesse formidable, mais en plus ont respecté les temps.
que l'on s'était imparti. Donc, il va nous rester une large demi-heure pour répondre aux différentes questions des internautes. Et avant de passer la parole peut-être à Raymond, je le vois sur l'écran, je sais que Barbara voulait dire quelque chose tout à l'heure. Donc, je laisse la parole à Barbara. Oui, tout d'abord, merci à nos intervenants. C'était des contributions tout à fait intéressantes. Vous avez dit, surtout, Martine, vous avez souligné que on se connaît très mal dans les différents pays européens. En effet, se connaître, se comprendre, c'est une chose qui se passe à la base. Si on ne se connaît pas, si il n'y a pas moyen d'avoir la paix et il n'y a pas moyen d'avoir la solidarité. Je dois dire que depuis un certain temps, à notre niveau, nous essayons d'y travailler vraiment à la base. Nous avons pas mal de jumelages, associations de jumelage, qui ont des partenaires dans des pays de l'Est, notamment en Pologne. Et depuis l'année passée, nous avons commencé à travailler ensemble avec la Fédération des associations germano-polonaises pour mieux organiser, pour mieux faciliter cette compréhension et ce cheminement vers la paix et la solidarité. Et pour notre congrès de Saint-Brieuc qui a dû être reporté, nous avons un autre projet également pour mieux se connaître à la base. Je ne sais pas si vous connaissez le Memory Lab, le laboratoire de la mémoire, une organisation créée ensemble avec l'Office franco-allemand de la jeunesse qui a pour but d'aider à la réconciliation en se basant sur les expériences des pays de l'Europe de l'Ouest. Et nous avons invité le Memory Lab au congrès de Saint-Brieuc et les choses se préparent très bien. Donc le Memory Lab sera présent. Okay. Je rappelle que Barbara est la présidente de la Fédération des acteurs franco-allemands pour l'Europe, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je laisse la parole à Raymond. Bonjour à tous. Juste pour vous dire, au niveau des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Alors actuellement, il y a une remarque, c'est pas une question, de Sabine Roman. N'oublions pas que nous, au moins l'Allemagne, alors je suppose que c'est avant fait le brain drain, c'est la fuite des cerveaux, avec les pays du Balkan, où est la solidarité européenne? Qui veut répondre pour Sabine Roman? Oui, un mot, c'est pas propre d'ailleurs aux pays des Balkans. Il y a aussi les pays d'Europe centrale et orientale qui nous ont rejoints plus tardivement. Je pense à la Roumanie ou à la Bulgarie, mais également à un certain nombre de pays des voisins, des voisinages comme l'Ukraine. C'est vrai que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour un certain nombre de pays comme l'Allemagne, qui, de par leur démographie, ont eu besoin de compenser des postes de travail de manière importante, ont beaucoup fait appel à ces populations. Ce qui n'est pas propre d'ailleurs à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier aussi que en France, par exemple, vous avez énormément de jeunes médecins roumains ou d'infirmières qui viennent travailler chez nous. D'ailleurs, on en est bien heureux parce que nos hôpitaux battraient de l'aile s'ils n'étaient pas là. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, on a un peu pillé ces pays-là par l'attraction. Au moment de la crise des dettes souveraines, la Grèce a connu une désertification de sa jeunesse et parmi les plus diplômés qui a été catastrophique et qui reste catastrophique aujourd'hui parce que ce sont des gens qui manquent pour relancer l'économie, pour assurer le développement de ces pays. Donc il faut aussi qu'on prenne cela en compte de manière à voir comment on peut faciliter le retour, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, vers ces pays-là, et en leur donnant les moyens aussi de se réinstaller et de contribuer au développement de leur propre pays. Donc il faut effectivement le prendre en compte. On a tous les pays ont leur part de responsabilité. Il y en a peut-être une part de responsabilité un petit peu plus importante que d'autres, mais c'est vrai qu'il faut se préoccuper de cette question-là. S'il n'y a pas... Oui.
je ne sais pas comment on demande la parole quand on… Oui, Martine, allez-y. Ouais, d'accord. Non, s'il n'y a pas d'autres questions en cours, là encore, la société civile fait beaucoup. Sur cet exemple des médecins roumains qui viennent, et en particulier dans l'ouest de la France, ils sont très nombreux. Mais il y a aussi beaucoup de jumelages franco-roumains dans l'ouest, nés de l'opération Village roumain lancée à la fin de l'ère Ceausescu pour sauver des villages roumains de la destruction. Eh bien, je pense à un comité de jumelage franco-roumain animé par des médecins qui, pour encourager le retour de médecins roumains en Roumanie, qui en manquent dramatiquement parce qu'ils viennent tous travailler chez nous, fait du conseil auprès de collectivités locales roumaines pour mettre en place des maisons médicales, comme on en met en place dans les zones rurales de l'Ouest, médicalement désertifiées. Je crois que là encore, il y a énormément de solidarité, de faits à mettre en place, d'initiatives qui peuvent rééquilibrer ces dysfonctionnements, effectivement, ce sont des dysfonctionnements d'un marché intérieur équilibré, d'un marché commun équilibré. C'est vrai. Si je peux reprendre la parole en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, sur une population de 4 millions d'habitants, depuis les accords de Dayton, j'ai lu 2 chiffres. Et un chiffre qui est sûr, il y a 600 000 personnes, et surtout des jeunes, qui sont partis de ce pays, de 600 000 à 1 million de personnes qui sont parties de ce pays. Donc effectivement, on peut dire des cerveaux, mais pas que, qui sont partis de Bosnie-Herzégovine. Mais surtout, il y a eu des transferts de population, puisque les 2 millions et demi de déplacés, et c'est surtout les ruraux qui ont peuplé les grandes villes. Donc une certaine intelligentsia citadine est partie et a laissé la place à des gens qui avaient une culture beaucoup plus rurale. Ça, c'est un phénomène qui a été constaté. Il y a autre question, Raymond? Oui, je vous partage l'écran. Il y a une question qui est tombée de Charles Nora. Ceux qui ont oublié leur histoire sont condamnés à la revivre. Mais regardons aussi les yeux ouverts le présent qui annonce tout autant les errements de certains pays. Qui a écouté ce soir le discours du président allemand sur la signification profonde du 8 mai? J'avoue que je n'ai pas eu l'occasion d'y avoir accès. Non, je n'ai pas écouté le président allemand. Oui, Michel Paul a écouté le discours tout à l'heure, il nous en a parlé rapidement, il peut peut-être prendre la parole. Oui, merci Raymond. C'est vrai que je vous ai écouté parler, et si vous lisez le discours, il répond pas tout à fait à vos questions. Il y a des mots de solidarité. Il faut penser que l'Europe s'est construite sous la solidarité. Tous les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne sont venus après des guerres civiles. Faites le point et vous regarderez, c'est toujours été après des guerres civiles. C'est-à-dire qu'on a été dans ces pays pour les aider à se reconstruire. Se reconstruire un pays, c'est difficile. Il y a toutes leurs institutions à reconstruire après des dictatures. Donc, il fallait qu'ils se reconstruisent tout pendant ce temps que l'Union européenne se construisait. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Par contre, le président a dit un mot qui a été quand même assez important. Peut-être que cette solitude nous renvoie à celle que l'Allemagne a ressentie ce 8 mai 1945, car ce jour-là, nous, Allemands, avons été bien seuls. L'Allemagne était militairement, politiquement et économiquement vaincue, moralement anéantie. Nous étions l'ennemi du monde entier. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, nous devons célébrer seuls cet anniversaire. Mais nous ne sommes pas seuls, c'est l'heureux message d'aujourd'hui, nous vivons dans une démocratie. Et je crois que c'est important de dire que quand il y a eu cette déclaration de la création de l'Union européenne, l'Allemagne s'est retrouvée seule et unie. Nous, on était avec l'Allemagne, on s'est construit. Mais il y avait d'autres pays autour qui étaient en guerre civile, n'oublions pas. Donc, il a fallu construire tout ça. Et rien que ce passage montre que quand ce pays qui se trouvait seul, on s'est retrouvé autour, mais les autres pays qui étaient autour, n'oublions pas, l'Allemagne de l'Est, étaient aussi tout seuls. Et quand ils sont rentrés dans l'Union européenne, il a fallu s'occuper de tout ça. Or, franchement, ce discours qu'il a donné, il a eu du courage de le faire. Parce que dans la conjoncture, dans ce qu'on voit aujourd'hui de ce qui se passe, je lui tire vraiment son chapeau. Je crois qu'il devrait être lu dans toutes les écoles. Franchement, il mérite d'être lu dans toutes les écoles.
Surtout qu'il devait être lu devant plus de 1000 jeunes. Hein, il devait être lu devant plus de 1000, devant la jeunesse. Malheureusement, elle n'a pas pu se faire. Mais il était fait pour que tous les jeunes devenant de toutes les nationalités différentes puissent écouter. Et il est adressé à la jeunesse. Il est vraiment bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais en poser une à Richard Stock. Richard Stock a dit au congrès de la Fédération française des maisons de l'Europe à Metz au mois de mars une phrase qui m'a beaucoup intéressé. La paix ne peut aboutir qu'avec le développement durable. Est-ce que tu peux développer le durable? Georges, oui, merci. Effectivement, la fréquentation des jeunes que nous avons au Centre européen Robert Schuman à Sichazel, donc à la maison Robert Schuman, nous a fait constater très rapidement qu'il était impossible de les motiver sur des notions comme la paix, hein, parce que pour eux, ils n'ont connu que la paix. Hein. Mais on a fait un deuxième constat aussi, maintenant, hein, c'est que toutes les générations nées après 2005, c'est celles qu'on commence à rencontrer, hein, et ça fait 15 ans depuis 2005, donc c'est une génération. Hein, depuis 2005, donc l'année du nom français et néerlandais à la Constitution européenne, hein, toute cette génération européenne n'a en réalité n'a jamais connu une Europe capable d'agir. Tous les grands projets européens, le marché intérieur, Schengen, l'euro, la réunification de l'Europe à l'Est, tout cela a été achevé. Et donc, ils ont effectivement une approche aujourd'hui qui est très difficile parce que pour eux, en fait, la puissance agissante, c'est l'État national. Et c'est l'Europe qui les déçoit. Il faut être conscient de ça quand on travaille avec des générations jeunes. Alors, je sais que ce soir, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on est plutôt des adultes, hein, et qu'on a un peu perdu tout ça de vue, on n'a pas conscience que ça, mais chez nous, ça nous interpelle quasiment tous les jours. Donc, effectivement, c'est là qu'on a commencé à dire, il faut donner une autre réponse. Hein, il faut donner une autre réponse, et c'est là qu'on a commencé à travailler sur le fait de dire que si nous faisons du développement durable, hein, nous pouvons le faire qu'en coopération avec les autres, parce que nous n'avons qu'une planète et que la pollution, on le sait depuis longtemps, ne s'arrête pas à aucune frontière, etc., etc. Et que donc, effectivement, nous leur disons qu'il faut s'engager sur ce développement durable. Nous soutenons pas forcément non plus la jeune Greta, hein, parce que nous pensons que le développement durable, c'est aussi le développement social. Or, Greta perd de vue totalement le développement social. Et on ne fera pas de développement, pour la planète, de développement durable, si on oublie la dimension sociale. Donc, effectivement, c'est sur ces pistes-là qu'on travaille. Et c'est pour ça que j'avais dit l'autre jour, là, quand on s'est rencontrés à Metz, je vous avais dit, oui, le nouveau programme de paix en Europe, c'est le développement durable, parce qu'effectivement, il nous contraint, par définition et par nature, hein, à être en paix avec les voisins. Et la ville de Metz a une très belle devise depuis le Moyen-Âge, « Fais la paix dedans et tu auras la paix dehors ». Ah, c'est juste. Très bien, super. Merci Richard. Est-ce qu'il y a encore des questions, Raymond? Alors, il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat. Il y a eu Julie Cerizel qui, je trouve que le discours du président allemand supplante celui de la France. Bon, voilà. Alors, par contre, je pose la question à Michel. Est-ce qu'il est possible de récupérer le discours du président allemand sur Internet? Barbara nous a envoyé aujourd'hui, justement, le discours, tu l'as sur la FAFA, là. Et il est en français en plus, il est en français. Alors, il est très bien fait. Moi, je dis, il est courageux, parce qu'il s'adresse, je dis bien, à la jeunesse. Tout ce que vous avez dit, c'est s'adresser à la jeunesse. Et je crois qu'il a fait un discours remarquable, surtout dans le contexte où on est aujourd'hui en Allemagne. Et je crois qu'il a été là, il a eu du courage, et je peux lui tirer son chapeau. Je l'ai mis sur Workplace en version française. Oui, très très bien. Je viens de le voir, je n'avais pas ouvert. Hein. Ok, Marie-Lou,
qui dit merci pour les échanges. Je suis toujours très étonné d'apprendre que les élèves, les citoyens qui feront vivre l'Europe dans l'avenir ont très peu de connaissances en ce qui concerne les pays européens. A-t-on déjà pensé à l'instauration d'un cours l'Europe dans toutes les écoles, je suppose, des pays de l'Union européenne? Si on ne connaît pas son pays, on ne peut pas s'engager pour les vrais problèmes européens et mondiaux. Hélas, c'est un très vieux projet que celui d'un manuel d'histoire de l'Europe commun à la France et à l'Allemagne. Déjà pour il existe, hein. Le manuel existe. Hein. Oui, le manuel existe, il existe depuis une dizaine d'années, il n'a pas été repris par l'éducation nationale. Mais oui, il existe, mais il n'a pas été repris ni par l'éducation nationale, ni par les autres mammouths. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une étape extrêmement importante à franchir. Une autre conception de l'enseignement de l'histoire dans nos pays. Sans couper, sans cacher, couper, diminuer les histoires nationales, voire avec leurs aspects régionaux, mais que vraiment l'enseignement de l'histoire soit structuré autour d'une approche commune. Au sujet de l'enseignement de l'histoire, c'est un sujet sur lequel on travaille au Conseil de l'Europe depuis très longtemps. Et on est effectivement arrivé à développer une méthodologie de l'enseignement de l'histoire qui est une approche multiperspective. Ça veut dire qu'effectivement, on demande aux professeurs d'histoire d'avoir une approche multiperspective et ne jamais parler de ce fameux roman national qu'on voit. Oui, aux dernières élections présidentielles, il y avait quand même au moins un candidat qui voulait réécrire un nouveau roman national français. Bon, il faut sortir de ça. Il faut une approche multiperspectiviste de l'histoire, et c'est ça qui fera que demain, on aura effectivement de jeunes citoyens européens qui comprendront l'autre dans sa culture. Parce que c'est ça qui établit la confiance, et c'est ça qui permettra effectivement d'avancer. Donc cette approche multiperspective, elle est vraiment à défendre. Elle n'est pas acquise, je vous assure que c'est pas acquis du tout. Mais le Conseil de l'Europe, vient de reprendre ça avec sa nouvelle secrétaire générale et avec l'accord du Conseil des ministres, donc des pays membres, de remettre sur l'établi cette approche multiperspective, d'aller plus loin, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne réglera pas le problème du fossé qui se fait actuellement entre la vieille Europe de l'Ouest et la nouvelle Europe de l'Est. Le fossé s'aggrave de plus en plus parce qu'effectivement, beaucoup l'ont dit déjà ce soir, on ne connaît pas les autres et eux n'ont pas le vécu que nous on a. Moi, quand je parle maintenant des pères de l'Europe, je dis toujours que c'est les pères de l'Europe, les 6, certes, mais c'est aussi les promoteurs de la démocratie dans les dictatures au sud, Portugal, Espagne, Grèce, et c'est les promoteurs de la démocratie à l'est. Et c'est ça qui fait les pères de l'Europe, et pas simplement les 6 qu'on rabâche sans arrêt, et dans lesquels les autres ne peuvent pas se reconnaître. Parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Voilà. Petit commentaire là-dessus. Oh, merci Richard. Autre question? Il faut faire comprendre aux jeunes que la démocratie, ce n'est pas les élections, mais surtout la coopération et la communication. Et cela marche. Merci de mentionner le développement durable. Oui, ben là encore, on peut être que d'accord avec ce que Solide nous écrit. Voilà. Sur l'éducation, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un chemin extraordinaire à faire encore. C'est vrai que le Conseil de l'Europe fait un excellent travail. Le problème, c'est qui le sait. Et quand on rencontre des professeurs dans les collèges, dans les lycées, qu'on leur parle justement de cette possibilité d'intégrer dans leur cours quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'ils font, c'est problématique. Il y a un gros travail déjà à faire sur les professeurs eux-mêmes avant de pouvoir mettre en place quelque chose au niveau des collégiens, des lycéens, et même à l'université. Je vois qu'il
quand je rencontre des étudiants, et je suis surpris par la pauvreté de leur connaissance des pays de l'Union européenne. On me parle plus facilement de l'Australie et des États-Unis ou de l'Asie que de l'Europe. Et donc, ça aussi, il y a un travail énorme que nos associations respectives ont à faire, mais elles ne pourront pas toutes seules remplacer ce que l'éducation. Moi, je préfère parler d'instruction publique que d'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, c'est un mammouth. L'instruction publique a beaucoup plus de sens, et je pense qu'il faut peut-être revenir à ces fondamentaux-là aussi. Merci. Donc, nous arrivons à l'issue de notre visioconférence extrêmement riche. C'est tout du moins ce que j'ai perçu de la part des intervenants. Il nous reste 6 ou 7 minutes. Encore une question. Voilà, il y a eu deux réactions. Une partie de la réponse pour Marie-Lou. En France, les nouveaux programmes d'éducation morale et civique au lycée abordent la notion de démocratie dans une perspective européenne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les traités militaires qui arrivent à échéance mériteraient d'être développés ultérieurement. Ah oui, c'est de remarques. C'est ce qu'on a dit au début, c'est essentiel. Une visioconférence en tant que telle. Par oui, contre, peut-être sur la notion de démocratie, encore une remarque à ce sujet-là. Encore une fois, à partir des travaux du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe a préparé un nouveau référentiel. Un ancien référentiel, vous le connaissez tous, c'est celui des langues étrangères, vous savez. D'ailleurs, tout le monde s'imagine que c'est un référentiel de l'Union européenne, hein, quand on dit vous avez le niveau A2 ou C1, etc. Non, c'est un référentiel du Conseil de l'Europe, hein, qui est aujourd'hui maintenant appliqué dans toutes les écoles et dans toutes les formations. Entre-temps, le Conseil de l'Europe a développé un nouveau référentiel pour une éducation à une culture démocratique. Alors, ce référentiel-là, qui liste un certain nombre de compétences que les jeunes doivent, et de savoir que les jeunes doivent acquérir pour être de bons démocrates, ce référentiel-là a été adopté à l'unanimité par tous les ministres de l'Éducation des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, et il est en cours d'implantation dans les programmes nationaux, y compris en France. Donc, nous en avons longuement discuté à Metz lors des rencontres des Maisons de l'Europe. Cet outil-là est un outil fondamental pour lutter contre le populisme. Parce qu'effectivement, il faut donner les compétences à nos plus jeunes de comprendre comment fonctionne une démocratie saine qui n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme forte, mais des élections démocratiques. Ce sera ma conclusion. Simplement, quand on dit qu'il faut dire à nos jeunes de connaître l'Europe, j'ai une expérience avec des étudiants qui sont deuxième année à la faculté sur un devoir de mémoire qu'on fait sur le département de la Loire, sur les maires, leurs fonctions et la citoyenneté. Eh ben, interrogez les jeunes sur nos institutions françaises. Et vous verrez déjà que nos jeunes ne connaissent pas nos institutions. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on leur parle des institutions européennes, alors que déjà à la base, ils ont des difficultés à comprendre notre système de nos institutions. Ça croyez-moi, c'est une chose que malgré l'expérience que j'ai en tant qu'ancien élu, que j'ai été surpris que nos jeunes ne connaissent pas nos institutions. Oui, ceci étant, quand on leur propose la possibilité de connaître, ils se passionnent. Le quiz Europe que l'on fait maintenant depuis 3 ans, les jeunes adhèrent et donnent d'ailleurs des réponses particulièrement intéressantes. Oui. Donc en fait, il y a des grosses actions à faire vis-à-vis des jeunes. Nous, au niveau AFAP, on fait une action au niveau des collèges et on est toujours surpris de l'enthousiasme des jeunes dès qu'on leur parle sous forme ludique des institutions. C'est quelque chose qui fonctionne, qu'il faudrait, je le souhaite un jour, faire au niveau national. Tout à fait, Raymond. On dirait même ça forme les professeurs. Luc Martin,
fait donc le Quiz Europe depuis 2 ans avec ses élèves, confirme. Voilà, c'est vrai que l'enthousiasme fait plaisir à voir. Hein, moi, j'ai participé justement dans la classe de Luc Martin en visioconférence au Quiz Europe de cette année. Il fallait voir les jeunes, ils étaient acharnés dans les réponses. Hein. Bon, on va conclure. Martine, Alain, Richard, que pensez-vous rapidement en 2 mots de cette soirée? Et on aurait pu en faire 3 ou 4 à partir de celle-là, à partir de thématiques qui ont été évoquées. Bon, c'était un excellent échange. On a tous beaucoup de pain sur la planche. Nous, je veux dire les maisons de l'Europe, les associations, les acteurs franco-allemands et bien d'autres. Je voudrais dire seulement une chose. La conclusion, c'est que l'Europe, c'est nous. Oui. Quelle responsabilité. Mais vive l'Europe tout de même. Et merci Robert. Merci Martine. J'ai un souvenir là qui me revient à propos de Robert Schuman. Et je vous la cite, je fais cette citation en conclusion. L'Europe est un problème de génération. Il nous faudra du temps. Mais ce qui est préparé par les aînés n'est valable que si les générations nouvelles y apportent leur enthousiasme. Alors, madame, monsieur, transmettez votre enthousiasme aux plus jeunes que vous connaissez, que vous rencontrez. Merci et vive l'Europe. Bravo Richard. Alain? Bien, merci à toutes et à tous. Ravi d'avoir pu dialoguer avec Martine et Richard. Merci à la FAFA d'avoir pris cette initiative. En conclusion, je m'arrêterai sur les propos de Richard. Je crois ils parlent d'eux-mêmes. Nous avons effectivement, comme le dit Martine, un gros travail à faire sur le terrain. Nous le faisons du mieux que nous le pouvons, avec des moyens souvent insuffisants, mais malgré tout, on avance. Et je crois que ce qui est important, et ça on le montre de plus en plus, c'est que l'on ne peut rien faire les uns séparés des autres. Il faut que de plus en plus, nos associations, toutes les associations européennes, c'est ce que nous avons engagé en Auvergne-Rhône-Alpes avec une douzaine d'associations aujourd'hui, et je pense qu'au niveau national et au niveau européen, il faut y songer aussi, que tous ensemble, on se coordonne davantage, on mutualise davantage, on partage davantage, et c'est ainsi que je crois nous serons le plus efficaces auprès de l'ensemble de nos citoyens. Et je rejoins complètement Martine quand elle dit que l'Europe c'est nous, eh bien à nous de la faire avancer. Ça s'appelle la solidarité aussi. Barbara, conclusion. Oui, tout d'abord, un tout grand merci à Martine, à Richard, à Alain et à Henri-Georges d'avoir accepté d'animer cette soirée. Naturellement, également, mes remerciements à Jean-Michel et à Raymond qui ont fait le cadre technique parfaitement comme d'habitude. Cette soirée aujourd'hui était une grande première parce que nous n'avions pas encore fait de ce genre de discussion thématique sur l'Europe dans le cadre de nos réunions visio. Mais je pense que cette première visioconférence sera suivie par plein d'autres, car en effet, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, nous avons tous beaucoup appris aujourd'hui. Nos organisations doivent travailler ensemble. Nous devons travailler surtout à la base afin de montrer que la démocratie européenne peut être vécue non pas seulement tout en haut, mais vraiment à la base par les familles, par les jeunes, dans les échanges. Et ceci non seulement dans le franco-allemand, mais vraiment dans le franco-allemand ouvert pour l'Europe. Donc, ensemble pour l'Europe. Un tout grand merci à tout le monde. Parfait. Merci.